Yo les gens, c'est Andor, votre pote en Big Tech, et aujourd'hui on va résoudre la question d'entretien technique la plus populaire pour les Big Tech. Aujourd'hui on va voir et résoudre une des questions les plus populaires, voire la question la plus populaire pour les Big Tech. Je voulais simplement vous faire coucou à la caméra, mais là je vais vous partager mon écran et on va aller sur LeetCode. LeetCode, c'est une des plateformes que je vous ai recommandées pour préparer les entretiens techniques Big Tech. Donc il y en a plusieurs, LeetCode, HackerRank ou même AlgoExpert. Mais aujourd'hui, on va utiliser LeetCode. La question s'appelle TwoSum, c'est une question qualifiée de niveau facile easy. Donc en général, si elle vous est posée, c'est ou dans un test en ligne ou en phone screen interview. Et ce serait plutôt ou pour un stage software engineer ou alors un poste junior software engineer en Big Tech. Donc la question c'est, je vais la lire en anglais. Au moins les gens verront qu'il faut pas forcément avoir l'accent parfait pour travailler à l'étranger. Given an array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input will have exactly one solution, and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. En gros, on a un tableau d'entiers nums et un entier target, donc cible, et il faut retourner les indices des deux nombres pour lesquels la somme des deux nombres est égale à notre nombre cible. Donc je pense que le mieux c'est de regarder les exemples, c'est beaucoup plus parlant. Pour moi, en général, je préfère aussi des exemples. Donc en gros, on a en entrée un tableau nums, ici 2, 7, 11, 15, et un nombre cible target 9, et la réponse ici c'est 0, 1. Pourquoi 0, 1? Donc déjà dans la plupart des langages de programmation, les arrays ont des indices commençant par 0. On a nums 0 donc qui est égal à 2 ici, et nums 1 qui est égal à 7. Or, 2 plus 7, c'est égal à 9. Donc, qui est égal à notre target. Donc, c'est pour ça qu'on retourne dans un tableau les indices 0 et 1. Puisque ce qu'on recherche, c'est les indices et non les valeurs. Dans le deuxième exemple, on a un tableau nums 3, 2, 4 et un nombre cible 6. Et la réponse, c'est 1, 2. 1, 2, pourquoi? Parce que nums de 1, c'est égal à 2 et nums de 2, c'est égal à 4. Donc, 2 plus 4, c'est égal à 6. Et enfin, l'exemple numéro 3. Donc, nums 3, 3. Target 6, et ici l'output ça va être 0 et 1. On a vu dans le problème que you may not use the same element twice, donc il faut pas utiliser le même élément deux fois, mais ici comme c'est deux indices différents, c'est considéré comme deux éléments différents, donc c'est pour ça qu'on peut renvoyer 0, 1, même si ces éléments ont la même valeur. Donc lorsqu'on résout ce genre de problème algorithmique, la première chose à faire en général c'est de poser des questions de clarification. Ici, le genre de question de clarification qu'on pourrait poser, ce serait, par exemple, est-ce que les éléments dans le tableau sont triés par ordre croissant ou par ordre décroissant? Est-ce qu'il est possible d'avoir un tableau vide en entier, par exemple? Nums égale un tableau vide. Est-ce qu'il est possible d'avoir qu'un seul élément dans le tableau? Ce sont des questions qu'il faudrait poser normalement lors de réels entretiens. Ici, grâce aux exemples et à l'intitulé de la question, toutes les réponses sont présentes. Donc par exemple, le tableau nums est-il trié par ordre croissant? Pas forcément. Donc ici, par exemple, dans l'exemple 2, on peut voir 3, 2, 4. Donc c'est pas trié par ordre croissant. Et ensuite, pour le tableau vide ou un invalid input, on a ce petit texte-là qui dit « You may assume that each input will have exactly one solution ». Donc on peut être assuré qu'il y aura au moins une solution. C'est quand même important de penser à ce genre de questions parce qu'en général, lors de réels entretiens, on aura simplement les deux premières lignes dans l'intitulé du problème, et c'est pour ça qu'en fait il faut poser des questions de clarification, voire même des fois demander des exemples à l'intervieweur, ça peut aider. Donc pour résoudre ce genre de problème algorithmique, la meilleure chose à faire c'est de d'abord trouver une approche, on va dire brute force, et ensuite d'essayer d'optimiser cette approche pour essayer de trouver l'algorithme le plus optimisé possible. En général les gens ils écrivent en fait les étapes qu'ils vont faire avec des commentaires. Mais moi, personnellement, ce que je préfère, c'est une approche schématique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un board et schématiser un petit peu mon algorithme et ma façon de penser afin de partager à l'intervieweur mon raisonnement. Pour mieux partager mon raisonnement, ce que je fais en général, c'est que je passe sur un board comme ça pour dessiner et j'ai créé en fait un simple example. Donc ici, dans mon exemple, on a nums qui est égal à ce tableau en haut, 2, 3, 11, 15, 4, et on a la target 7, et la réponse en fait, ce serait 1, 4. Pourquoi 1, 4? Parce que nums de 1, c'est égal à 3, et nums de 4, c'est égal à 0, 1, 2, 3, 4, c'est égal à 4, et 3 plus 4, c'est égal à 7.
Donc pour l'approche brute force, en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement essayer toutes les combinaisons possibles entre les nombres et ensuite essayer de trouver 7. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour essayer toutes les combinaisons possibles de ce tableau nums? On peut utiliser 2 pointers. Donc ce qu'on va faire, je vais juste recopier le tableau ici. 11, 15 et 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 2 variables qui vont servir de pointeurs et en fait on va itérer à travers tout le tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une variable i qui va pointer sur la première valeur et par exemple une valeur j qui va pointer sur la deuxième. Et j, on va en fait le faire bouger. J égale 3, j égale 11, j égale 15, j égale 4 et à chaque fois on va comparer à notre nombre target. Donc qu'est-ce que ça fait ici? Ici ça va nous donner 2 plus 3. Parce que nums de i c'est égal à 2 et nums de j c'est égal à 3. I égale à 0 ici et j égale à 1 pour les index. Je vais juste écrire les index en haut pour que ce soit plus compréhensible pour vous. 0, 1, 2, 3, 4. Donc comme je disais, ça va faire 2 plus 3, ça va être égal à 5. 2 plus 11, c'est égal à 13. 2 plus 15, ça va être égal à 17. 2 plus 4, ça va être égal à 6. Donc pourquoi 2 à chaque fois? Parce qu'on est toujours sur i qui n'a pas bougé, mais on a bougé j. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a jamais atteint en fait notre target 7. Donc comme on n'a pas atteint notre target, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à itérer, mais cette fois avec i ici. Donc avant i est égal à 0, et maintenant i est égal à l'index 1. Et j sera toujours égal à i plus 1. Il aura toujours un index d'avance. Il va commencer ici. Et là, on va faire la même opération qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va itérer pour toutes les valeurs avec j. Mais sauf que là, la différence, c'est que i commence à 3. Donc, ce qu'on va avoir, c'est, on aura 3 plus 11, 14. 3 plus 15 est égal à 18. 3 plus 4 qui est égal à 7. Et là, on peut sortir de la boucle. Pourquoi? Parce qu'on a 7 qui est égal en fait à notre target. Donc il suffit de mettre les index des valeurs 3 et 4 dans un tableau. Donc ce qu'on a ici, c'est que 3, il est à l'index 1. Il est ici. Et 4, il est à l'index 4. Donc ça va nous donner comme résultat 1, 4. Donc ce qui correspond bien à notre réponse. Ce qu'il faut faire en général, après avoir trouvé un algorithme qui répond à la question, c'est de faire une évaluation de la complexité temporelle et complexité spatiale du code de l'algorithme. Je vais juste bouger un petit peu pour pouvoir bien vous montrer. Donc ce que je ferai en fait dans le code, ce serait avoir 2 boucles for i, donc c'est notre valeur i là, notre variable i for i in range. Et en fait le i va aller de 0 jusqu'à la fin de notre tableau. Len, donc qui s'appelle nums pour rappel dans la question. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est une autre boucle for imbriquée, mais avec la variable j. Je vais essayer de mettre les mêmes couleurs pour que ce soit plus lisible. For j in range. Et ici, on va avoir i plus 1 jusqu'à, pareil, jusqu'à la fin de l'array qui s'appelle nums. Donc on va avoir 2 boucles for qui vont s'imbriquer et à l'intérieur, je vais pas décrire ici parce que je vais coder la solution tout à l'heure, mais on va faire la somme en fait de toutes les valeurs aux index i et j et en fait on va à chaque fois vérifier si c'est égal à notre target. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'on a l'itérateur, la variable j qui va traverser tout notre array. En général, ce qu'on fait, c'est que la taille de l'array, on dit que c'est n. Donc ici il y a 5 éléments parce qu'on commence par l'index 0, 0, 1, 2, 3, 4, donc il y a 5 éléments. Et donc ici, notre array serait de taille 5. On a donc notre itérateur j qui va itérer sur n valeurs. Donc ça va faire n fois. Et on a aussi i qui va faire exactement la même chose. Mais i, en fait, comme il est à l'extérieur, on va le faire en fait une fois. Donc i va prendre une seule fois la valeur 2, une seule fois la valeur 3, une seule fois la valeur 11, 15, 4. Mais en fait, j, il va devoir le faire n fois. Parce que à chaque fois que i change de valeur, on peut le voir ici sur la droite, à chaque fois que i change de valeur, j va reprendre en fait à chaque fois les valeurs du reste. Donc 11, 15, 4. Comme vous pouvez le voir ici, il a pris 2 fois la valeur 11, 15, 4. Donc on va avoir n fois i. Donc ce qu'on va avoir, c'est en fait une complexité temporelle on au carré, à cause de ce que j'ai décrit ici. En fait, c'est la boucle for imbriquée qui va faire ça. On square
time. Et niveau complexité spatiale, on n'utilise aucune data structure supplémentaire. Donc, on va avoir une complexité spatiale constante. Space. Et voilà, c'est notre algorithme. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coder rapidement pour vous montrer. On est de retour sur LeetCode pour coder notre première solution. Donc je vais grossir la fenêtre de code pour vous. Personnellement, pour les entretiens techniques, maintenant je choisis Python par rapport à avant je choisissais Java. Ici vous avez un peu tous les langages qui sont proposés. Donc pour notre solution, on va faire donc comme je disais deux boucles for i range len nums. Donc notre variable i, notre itérateur va aller de 0 jusqu'à la longueur de notre array. Et ensuite on va avoir j in range. Donc j il partira de i plus 1 jusqu'à la longueur de notre array, donc len de nums. Ici on peut créer une variable temporaire pour notre combinaison, current sum, nums i plus j, et ensuite on va simplement vérifier si current sum est égal à notre target. Si notre current sum c'est égal à notre target, alors simplement on va retourner les indices i et j dans un tableau. Voilà, ça c'est notre algorithme codé en à peu près 8 lignes. En général, pour avoir le code entre guillemets un petit peu plus clean, ici, je return un array vide. Normalement, ça, c'est pas du tout nécessaire parce qu'on nous dit que chaque input aura une solution. You may assume that each input will have exactly one solution. Donc voilà, si j'écris ça, normalement, c'est pour les edge cases du genre si le target est à, par exemple, 1 million et que notre array nums, c'est ça, on n'atteindra jamais 1 million, donc il n'y a pas de solution. Donc là, on retournerait un array vide. Mais comme je disais, ici, c'est pas forcément nécessaire. Oups. Donc, je peux commenter. Et donc, complexité temporelle, c'est on puissance 2 time. Et notre complexité spatiale, c'est O of 1, c'est constant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement run la solution. Voilà, donc on voit que tous les test cases passent. Et on va submit. Et voilà, les statistiques LeetCode en général, elles sont pas trop parlantes, mais on peut quand même voir que niveau runtime, on bat 14,25% des codeurs Python sur la plateforme, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et par contre, niveau mémoire, on est plutôt pas mal, on bat à peu près 77% des personnes sur LeetCode. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas notre solution optimale. On va retourner sur notre board pour trouver une solution peut-être plus optimisée. Donc là, on est de retour sur notre vue de board. Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai copié input-output à droite parce que c'est à droite que je vais designer notre nouvel algorithme. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement regarder dans notre algorithme qu'on a déjà designé où est-ce qu'on peut améliorer niveau complexité temporelle et complexité spatiale. Donc niveau complexité spatiale, on voit que c'est O1, donc c'est constant parce qu'on n'utilise aucune data structure supplémentaire, on n'utilise aucune mémoire supplémentaire. Donc ce sera pas possible de faire mieux que constant space. Au niveau complexité temporelle, on a ON au carré. Donc c'est un petit peu lent, c'est pas catastrophique, genre exponentiel non plus, mais on peut faire un peu mieux, surtout pour ce genre de problème. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va trade de la complexité spatiale pour de la complexité temporelle en utilisant une data structure appelée HMAP. Donc je vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est une HMAP, essayez de regarder en ligne ce qu'est une HMAP ou alors essayez de utiliser les ressources que je vous ai partagées dans des vidéos précédentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une HMAP, c'est une structure de données qui permet de récupérer des valeurs en un temps constant. Donc pourquoi ça améliorerait notre solution? Ce qu'on peut voir ici avec nos itérateurs, c'est que pour atteindre par exemple la valeur 15, ce qu'on va devoir faire, c'est d'abord passer par la valeur 2, 3, 11 et 15. Alors qu'une HMAP, on va pouvoir directement accéder à la valeur 15. Pas besoin de itérateurs comme ça. Donc l'idée de cette nouvelle solution, c'est d'avoir une HMAP dans laquelle on va store en fait les éléments de notre array. Donc comment on va utiliser notre HMAP, je vais vous montrer. On va créer une HMAP, une variable hash map, et on va avoir en key la valeur, et ensuite valeur on va avoir l'index. Je vais vous recopier le tableau une fois pour que ce soit plus grand. 2, 3, 11, 15, 4. Je pense que ce sera plus clair, et ensuite je vais vous mettre les index 0, 1, 2, 3,
4. Donc pour remplir la hashmap, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir value et key. Donc à quoi est-ce qu'elle va ressembler notre hashmap? Elle va ressembler à ça. Donc on va avoir la valeur 2 qui va être mappée sur l'index 0. On va avoir la valeur 3 qui va être mappée sur l'index 1. Je sais pas si vous avez à comprendre, mais en gros je fais comme ça. Je mappe la valeur sur l'index. On va avoir valeur 11 qui va être mappée sur 2. 15 mappé sur 3. Et on va avoir 4 mappé sur 4. Donc ça va être notre hashmap. Voilà, donc une fois qu'on a rempli notre hashmap, je pense que le mieux ici, c'est que j'écrive un petit peu de code pour que vous puissiez suivre. Donc là, l'étape qu'on a fait, c'est qu'on a fait une for loop, for i in range len nums. Donc nums, c'est notre array. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on remplit notre hashmap. Donc je vais faire pseudocode, donc ça va être fill hashmap. Donc là, c'est l'étape en fait qu'on a fait ici, on remplit dans la hashmap. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait itérer à travers cet array une deuxième fois, et on va vérifier en fait si une valeur complémentaire existe. Je vais écrire le code. Là, je fais une deuxième boucle for in range len. Donc ça va être exactement la même boucle, mais sauf que là, cette fois-ci, elle n'est pas imbriquée, elle est alignée. Ils ont la même indentation. Et si on va essayer de trouver un match, je vais l'appeler complément par exemple. Et ça va être notre target. Donc ici, c'est 7, moins la valeur qui est dans le tableau. Donc, nums i. Je vais zoomer sur le code, je pense que ça va être plus simple à suivre. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si complément est dans la hashmap. Donc if complement donc si le complément est dans la hashmap, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner notre index i où on est, i mais aussi la valeur de complément dans la hashmap. Donc on va avoir hash map de complément. Bon là j'écris un petit peu trop de code, mais je vais essayer de vous réexpliquer manuellement ce que ça fait. Donc en gros manuellement ce qu'on fait, c'est que la première étape ici, c'est qu'on va remplir notre hashmap. Donc ce qui est ici. Et ensuite, dans cette deuxième boucle for, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer complément et voir en fait si complément est dans notre hashmap. S'il est dans notre hashmap, c'est-à-dire que ça existe, c'est-à-dire qu'il y a une solution. Sinon, on va continuer. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire à droite, je pense. Donc complément, c'est égal à target. Donc notre target, c'est 7. Hop, on fait 7 moins nums de i. Donc nums de i c'est l'itérateur donc qui va aller en fait dans toutes nos valeurs. Donc ça va être i égale 0 au tout début. Nums de 0, c'est égal à 2. Donc ça va être 7 moins 2, c'est égal à 5. Et là, en fait, ce if-là, if complément in hashmap, ça demande est-ce que 5 est dans notre hashmap, donc qui est ici. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de 5, on a 2, 3, 11, 15, 4 comme clé. Donc il n'y a pas de 5. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on avance. On avance notre itérateur, donc notre target, c'est toujours 7. Mais cette fois, i va être égal à 1. Donc on va prendre la deuxième valeur du tableau, donc c'est 3. 7 moins 3. 7 moins 3, c'est égal à 4. Est-ce que 4 est dans notre hashmap? On regarde ici. 2, donc c'est pas égal à 4. 3, c'est pas égal à 4. 11, c'est pas égal à 4. 15, c'est pas égal à 4. Et ici, on a 4. On a notre solution. On peut donc retourner notre résultat. Donc là, c'était pour le calcul si i égale à 0. 7 moins 2, donc c'était ceux deux-là. Et si 7 moins 3, c'était lorsque i est égal à 1. i égale à 1. Donc ici, dans notre valeur return, on aura 1. Et hashmap complément. Donc ça va être dans notre hashmap la clé complément. Donc complément ici, complément égale target moins nums i. Target moins nums i égale complément. Donc notre complément, c'est 4. Est-ce qu'on a la clé 4 dans notre hashmap? Oui. Donc c'est ici. Donc on va avoir hashmap 4. La valeur c'est 4, donc on va avoir 1 et 4. Donc ce qui est en fait notre
réponse ici en haut. Donc là, on va faire le calcul de la complexité temporelle et complexité spatiale. Donc la seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que cette fois, on a deux boucles for mais qui ne sont pas imbriquées, qui se suivent l'une de l'autre. Ça va faire une complexité O2n. Parce qu'en fait, on va avoir ici n et ici n. Donc on va avoir O2n au lieu de ON carré. Mais en fait, comme 2 est une constante, ben on peut l'enlever ici. ON time. Et ensuite, pour la complexité spatiale, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a rajouté une structure de données, donc une hmap. Et la hmap, en fait, elle est de taille n parce qu'elle est de la même taille que notre tableau nums. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a itéré à travers tout notre array nums et on a ajouté toutes les valeurs de notre hmap. Ce qui fait que notre hmap a une taille n. Donc, niveau complexité spatiale, on va avoir ON space. Donc voilà, on a deux algorithmes qui résolvent le même problème. Ici, la solution de gauche a une complexité temporelle plus élevée et la solution de droite a un petit peu plus consommatrice d'espace, ON. En production, ça voudrait dire simplement d'avoir un peu plus de storage, de serveurs, alors que niveau temporel, on a beaucoup moins de pouvoir, je dirais. Donc en général, ce qui sera préféré, ce qui sera favorisé ici, ce sera la solution de droite. Donc ce que je conseille, c'est dans ce genre de problème de simplement parler rapidement, pas aussi détaillé, de la solution de gauche, sans trop rentrer dans les détails, et ensuite passer sur un algorithme plus optimisé, et cette fois-ci coder l'algorithme optimisé. En général, on prend pas le temps de coder la brute force, il faut essayer d'utiliser un maximum de temps pour le design de l'algorithme de la solution optimisée, et ensuite coder la solution optimisée. Ok, on est de retour sur notre ID lead code. Donc pour notre deuxième algorithme, on va, comme on a dit, utiliser une hmap. Donc je vais créer hmap. Donc en Python, les hmaps c'est en fait un dictionnaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre hmap. Donc comme je disais, for i in range len of nums. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre hmap. Donc on a dit que la clé de notre hmap c'était la valeur, donc nums i, et la valeur de la clé, ça va être notre index, donc ce sera i. Donc ici, on a en gros, on a 2, par exemple, qui est mappé à 0. On a 7 ici, qui sera mappé à 1. 11, donc 11 ici, la clé 11 sera mappée à 2, etc. Donc là, on remplit notre hmap, et simplement, on va refaire une deuxième boucle for. Et ici, on va calculer notre complément. Donc qui est égal à target moins la valeur nums de i. Et là, on va vérifier si complément est dans la hmap. Donc if complement in hmap. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Python parce que c'est très lisible. Peu importe le langage de programmation pour lequel vous vous sentez le plus à l'aise, Python reste lisible pour tous les programmeurs. Et ici, il faut aussi faire attention aux edge cases. Donc, si le complément est dans la hmap, mais aussi si l'indice de ce complément-là n'est pas égal à l'indice i. Donc, c'est pour cette edge cases-là. And you may not use the same element twice. Donc, ici, ce sera and hmap complement. Donc, l'index de complément n'est pas égal à notre index i. Alors, on peut simplement retourner i et hmap complement. Voilà, donc ça c'est notre second algorithme codé. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est optionnel, on peut faire ce petit return là au cas où. Et ici, notre solution, elle a comme complexité temporelle ON time et complexité spatiale ON space. Voilà, donc là on peut run notre solution. Voilà, on voit que tous les edge cases se passent. Simplement, il y a une petite optimisation encore qu'on peut faire. Donc, j'ai pas fait l'optimisation sur la vue schématique parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus simple à voir lorsqu'on code la solution. La petite optimisation que je vais vous montrer est pas forcément un must parce qu'à la fin, on aura la même complexité temporelle et la même complexité mémoire. Donc, comme je disais sur le board, ici, on a en fait deux fois on traverse notre array. Donc, ça nous donne une complexité n. Donc, en fait, ça nous donnerait au total 2n. Donc, comme je disais dans la vue conceptuelle, dans la vue schématique, ça nous ferait genre O2n. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est que au lieu de faire deux for loops, ce qu'on peut faire, c'est une seule for loop et chercher si complément est dans notre hmap. Si complément n'est pas dans notre hmap, alors on peut ajouter la valeur de i dans notre hmap. Donc, au niveau code, simplement ce que ça fait, on va enlever ça. Voilà.
Donc si complément dans la hashmap, on va retourner notre solution. Sinon, else, le else ce serait simplement hashmap nums de i égale i. Donc c'est ici dans le else qu'on mapperait notre indice dans la hashmap simplement. Et du coup, comme on remplit plus complètement notre hashmap, on n'a plus besoin de cette condition-là. Et voilà, notre code est un petit peu plus clean. Donc on n'a plus le 2n, on a direct O of n, puisqu'on a une seule for loop. Je vais récapituler vite fait le code pour que tout le monde comprenne bien ce que j'ai fait ici pour la solution optimisée du problème toSum. Donc on a initialisé une hashmap vide, on a traversé notre array avec l'itérateur i, on a à chaque fois calculé le complément pour trouver la bonne combinaison avec nums i. Si complément était dans la hashmap, alors on retournait directement i et l'indice de complément. Si il se trouve que complément n'est pas dans notre hashmap, alors on va mapper notre valeur nums i avec l'indice i. Voilà. Et là, on va submit. Voilà. Et là, on voit que notre code est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Là, on voit qu'on bat 94,99% des personnes sur la plateforme avec notre code au niveau runtime. Donc, notre code est beaucoup plus rapide, 60 millisecondes. Au niveau complexité mémoire, complexité spatiale, on n'est pas trop mal non plus. On est à peu près 51,72% de mieux que les autres. Donc voilà, on se situe à peu près au milieu pour la mémoire dans les premiers niveaux vitesse. Donc, notre code est très rapide. Surtout ne pas vous inquiéter si vous n'arrivez pas à résoudre ce genre de questions. On a tous commencé quelque part. Moi aussi, quand je commençais à étudier ce genre de choses, j'avais beaucoup de mal, même avec les questions de niveau facile. Honnêtement, c'est comme aller à la salle ou passer un examen. Il faut simplement beaucoup de pratique pour devenir meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo était compréhensible pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si vous voulez plus de contenu de ce genre. Je vais essayer de m'améliorer sur les vidéos techniques parce que je pense que c'est ce qui peut vous apporter le plus de valeur et le plus vous aider. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!